ces mitochondries sont des petits organites qu'il y a au niveau de la cellule qui vont se déplacer un peu comme des soucoupes volantes, se multiplier et donner de l'énergie. Ces mitochondries sont vulnérables, ces mitochondries sont fragiles. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité est le docteur Laurent Chevalier. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin clinicien, alors vous insistez là-dessus, sur le fait que vous soyez clinicien. Pourquoi c'est important pour vous de... C'est-à-dire que, si vous voulez, il faut examiner les gens, il faut mettre le stéthoscope, il faut palper le ventre, il faut regarder les réflexes, etc. Tout ça, ça a tendance à être un peu oublié. Vous êtes un peu un médecin à l'ancienne. Alors, mais je trouve ça bien, mais aujourd'hui, quand vous avez 15 minutes de consultation, plus personne ne fait ça. Hein. Oui, mais c'est probablement quelque chose qui est important. Nous, ce qu'on nous a appris, effectivement, il y a quelque temps, c'est que quand un patient arrive déjà au niveau du cabinet, vous devez examiner. Et déjà, l'examen clinique commence à ce moment-là. Comment il marche, comment son attitude, son regard, tout ça, c'est important. Et je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Maintenant que tout est devenu tellement informatisé, dès qu'on a un doute, on va passer une radio, on va passer un examen complémentaire, mais on n'examine pas les gens. Je vais vous donner un exemple très simple qui est arrivé à quelqu'un que je connais, un voisin un peu plus loin. Sa femme avait mal au ventre. Et donc, ils ont été aux urgences. Aux urgences, qu'est-ce qu'on lui a fait ? On lui a fait un scanner à plat. Donc, en fait, ils n'ont rien vu. Elle avait une occlusion. Elle aurait été mis debout. Avec une simple radio, on aurait vu ce qu'on appelle des niveaux hydriques. Et puis, on l'aurait examiné. Il aurait mis son stéthoscope sur le ventre. Il se serait aperçu qu'il n'y avait pas plus de bruit hydro-aérique, etc. Donc, je veux dire, l'examen clinique, il reste quelque chose de fondamental. Donc, elle est rentrée chez elle avec un scanner normal. On lui dit c'est dans la tête. Et dans la nuit, elle a failli mourir parce que tout d'un coup, ça s'est nécrosé, ça s'est aggravé, etc. Donc, cet examen, il reste quand même important. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes médecins qui ont compris. Je dirais que c'est peut-être dans la tranche d'une quarantaine d'années où on a commencé à s'exonérer un petit peu de tout ça. Mais les jeunes médecins que je vois, ils examinent plutôt bien les gens. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Qui revient, donc, vous voulez dire que cette... Il y a une prise de conscience, je pense, qui est assez importante, qui est intéressant. D'autre part, ce que je veux dire par le fait que c'est clinicien, c'est-à-dire qu'on a un contact direct avec les personnes. Et au niveau de la recherche, on fait des choses très très bien entendu, puis on a besoin des chercheurs. Mais c'est pas eux qui soignent. Et nous, on va utiliser un certain nombre d'éléments de la recherche ensuite pour soigner. Donc on est véritablement des soignants et il faut prendre les personnes dans leur globalité. Et d'autant plus dans leur globalité, et c'est pour ça aussi que j'ai fait un petit peu cet ouvrage, c'est qu'avant de faire mes études de médecine, j'avais fait de la biologie, de la géologie, et finalement, il y a quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est décortiquer un peu le vivant. Et c'est pour ça que je me suis intéressé notamment aux mitochondries et à bien d'autres aspects au niveau de la nutrition et de l'être humain. Mais en tout cas, bon, c'est rassurant de savoir qu'il y a encore des médecins comme vous. Alors oui, et puis c'est vrai que on a eu une évolution, c'est-à-dire que même dans les services, il y a quand même aussi beaucoup de monde qui passe du temps devant l'informatique et ce qui compte, c'est de bien remplir les dossiers. Par exemple, une infirmière, maintenant, on considère qu'elle passe 40% de son temps à remplir les choses au niveau informatique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une évolution, puisque les dossiers n'étaient pas toujours très bien remplis, ils étaient remplis à la main dans un espèce de classeur. Donc tout ça, c'est très très bien. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une espèce d'excès inverse. Et là, le faire au détriment de... Oui, alors là, on a quand même des espoirs avec l'intelligence artificielle, où l'intelligence artificielle va pouvoir condenser un certain nombre de données. On peut imaginer qu'on va avoir un patient, alors on le fait déjà, puis on dicte. Là, en l'occurrence, il pourra le faire plus facilement. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le challenge au niveau des cliniques, au niveau des hôpitaux, c'est de se libérer du temps pour rester à côté des patients. Donc on est passé à une phase un peu trop informatique où il fallait que tout soit bien indiqué, à une phase, je pense, avec l'intelligence artificielle, on aura à faire des choses assez intéressantes. Donc il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais il faut avoir vraiment un bon usage. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut libérer du temps. Il faut libérer du temps pour les soignants.
Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Vous publiez Le pouvoir fascinant de vos mitochondries chez Robert Laffont. Comment se fait-il que quelque chose d'aussi important soit aussi peu connu du grand public ? Alors voilà. Ou alors c'est moi qui vivais sur une autre planète pendant tout ce temps. Alors là, écoutez, c'est justement parce que c'est extrêmement important. On a énormément de publications scientifiques, on va en parler, qui parlent des mitochondries, qui commencent à mieux comprendre justement le vivant, qui commencent à mieux comprendre un dysfonctionnement des mitochondries qui vont entraîner un certain nombre de maladies, qui vont entraîner des grosses fatigues, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose et le mettre dans le domaine public. Vous savez, il y a quelques années, tout d'un coup, on a découvert le microbiote au niveau du grand public. Mais nous, médecins, on était au courant qu'il y avait quand même un déséquilibre au niveau des équipes de la flore. Ça existait déjà, le microbiote, c'était la flore intestinale. C'était la flore intestinale, donc on savait très bien depuis longtemps, vous savez, on donnait par exemple des produits, comme vous prenez des antibiotiques comme l'ultralevure, enfin des choses comme ça, donc on le savait. Et puis c'est arrivé dans le domaine public, où tout d'un coup, on a bien expliqué que c'était tout à fait indispensable d'avoir un bon équilibre des bactéries au niveau du côlon, pour l'immunité, pour tout un tas de choses, et pour ça qu'on l'a appelé le deuxième cerveau aussi. Donc, il y a cet aspect-là qui était peu connu. Pour les mitochondries, je pense qu'on va en parler de plus en plus. Vous savez que la couverture de Pour la Science du mois dernier, c'était sur les mitochondries, c'est un article américain. Donc, j'ai voulu faire preuve un peu de pédagogie et expliquer l'importance de ces mitochondries, qui sont des petits organites qu'il y a au niveau de la cellule, qui vont se déplacer un peu comme des soucoupes volantes dans la cellule, se multiplier et donner de l'énergie. Nos mitochondries, écrivez-vous, on n'y pense pas et pourtant il faudrait. Alors là, franchement... Alors pourquoi il faudrait... Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on pense à nos mitochondries ? C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. C'est-à-dire que votre énergie vient des mitochondries. Et pourquoi il faut penser aux mitochondries ? C'est que ces mitochondries sont vulnérables. Ces mitochondries sont fragiles. Et quand les mitochondries s'abîment, eh bien, vous avez tout un tas de conséquences. Alors, parmi les conséquences que l'on a, c'est des fois tout simplement une espèce de grosse fatigue. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués parce qu'ils ne dorment pas suffisamment, ou tout un tas de choses. Mais un dysfonctionnement des mitochondries entraîne des fatigues qui sont très importantes. D'autre part, une mitochondrie qui ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire qui ne donne pas suffisamment d'énergie pour la cellule, eh bien, ça a des conséquences multiples. Ça a des conséquences au niveau de on parle beaucoup de la santé mentale. Mais au niveau de la santé mentale, si les mitochondries fonctionnent moins bien, vous êtes plus facilement anxieux, vous êtes plus facilement dépressif. Vous avez aussi des maladies qui peuvent apparaître. Un dysfonctionnement mitochondrial va favoriser des maladies cardiovasculaires, va favoriser aussi du diabète, des choses comme ça, mais également, puisque la mitochondrie a un autre rôle aussi, c'est, je dirais, un peu un droit de vie et de mort sur la cellule. Et par exemple, dans les perspectives que l'on a au niveau de l'avenir, on pense de plus en plus qu'un mauvais fonctionnement des mitochondries peut favoriser l'émergence d'un certain nombre de cancers. Alors évidemment, les cancers, c'est quelque chose qui est multifactoriel, mais la mitochondrie, au-delà de l'énergie, va décider si la cellule va continuer à survivre ou pas survivre. Oui, elle ne joue pas son rôle d'apoptose. Exactement, elle ne joue pas son rôle. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, finalement, cette mitochondrie, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait essentiel au niveau de la cellule. Et il faut bien voir que si on n'avait pas les mitochondries, eh bien, en fait, par exemple, simplement aller faire ses courses, on serait complètement essoufflé. Et on n'aurait pas de l'énergie. La mitochondrie, c'est... Alors pourquoi ça donne de l'énergie ? Comment ça fonctionne ? Cette mitochondrie, quand vous prenez des aliments, c'est des calories. Mais ces calories, elles ne sont pas utilisables directement par la cellule. Et je donne l'exemple, par exemple, dans le livre, c'est pour le pétrole. Le pétrole, c'est ce qui va permettre à votre voiture d'avancer. Sauf que si vous mettez le pétrole brut dans votre réservoir, vous n'avancerez pas. Il faut qu'il soit transformé en essence ou en diesel. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les différents nutriments, le substrat de base, va arriver, ça va être transformé par la mitochondrie en une énergie utilisable par la cellule. Qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate. Et donc, quand cette molécule se dégrade en ADP, en adénosine diphosphate, elle va libérer de l'énergie. Donc, c'est quelque chose... Donc, c'est la seule forme d'énergie qui est exploitable par nos cellules. C'est la forme d'énergie qui est exploitable par nos cellules. Et c'est l'ATP se forme
de façon quasi exclusive, pas complètement exclusive, mais quasi exclusive par la mitochondrie. Elle peut se fabriquer aussi encore un peu en dehors, mais c'est l'essentiel est fourni par la mitochondrie. Disons le gros contingent, le geyser d'énergie est fourni par la mitochondrie. Bien. Si on devait expliquer aux gens ce que c'est qu'une mitochondrie, c'est quoi? Alors, mitochondrie, je dirais, il faut revenir un petit peu à l'origine. Alors, d'abord, c'est ce qu'on appelle un organite. Donc, c'est dans la cellule. Un organite. Il y a des petits éléments dans la cellule qui permettent à la cellule de fonctionner. Mais pour bien expliquer les choses, voilà comment ça se passe. Il faut revenir en arrière. Très longtemps en arrière, il y a 3 milliards d'années, apparaissent les premières cellules et ce qu'on appelle les cellules pré-eucaryotes, et il y a des bactéries. Et à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a à peu près 1,5 milliard d'années, cette pré-cellule eucaryote va absorber une bactérie. Il va absorber cette bactérie et il va y avoir... Alors normalement, quand vous absorbez quelque chose, un corps étranger, vous le rejetez. Là, en l'occurrence, la bactérie va rester dans la cellule. Et il va se passer une symbiose, un deal, entre la bactérie et la cellule. La cellule dit à la bactérie « je vais te nourrir », la bactérie dit « je vais te donner de l'énergie ». Et cette bactérie va se transformer en mitochondrie. Et donc, c'est un ancêtre, donc c'est comme ça qu'on voit les choses, et comme ça qu'on a pu le déterminer. C'est comme ça peut-être qu'on le suppose aussi. Oui, disons qu'il y a un consensus là-dessus. Voilà, il y a un consensus, mais voilà, c'est ce qu'on imagine qui a pu se passer. Voilà. Alors, il faut savoir que de comprendre cette mitochondrie, historiquement, c'est quelque chose qui est tout récent. C'est-à-dire qu'on avait observé au microscope optique qu'il y avait des petits filaments dans la cellule, etc. Et en fait, c'est avec l'apparition du microscope électronique, son développement à partir des années 70, qu'on se dit, tiens, c'est quelque chose d'important. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça... Historiquement, dans l'histoire des sciences médicales, c'est vraiment quelque chose qui est tout récent. Et c'est peut-être pour ça que, jusqu'à présent, on n'en a pas non plus énormément parlé. Donc, vous avez cette bactérie qui se transforme en mitochondrie et travaille en symbiose. Et une des conséquences que l'on a, c'est que dans la cellule, vous avez 2 ADN. Et avant la pub, le docteur Chevalier nous parlait de la fabuleuse histoire de l'apparition des mitochondries issues d'une bactérie. Absolument. Et vous racontez dans cette fabuleuse histoire qu'elles auraient sauvé l'homme de l'extinction. Pourquoi ? Alors, à l'ère glaciaire. Absolument. Alors, c'est une hypothèse. Je veux participer au débat. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas envisagé cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a à peu près 1 million d'années, il y a ce qu'on appelle, ce que les paléontologues appellent un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que l'espèce a failli disparaître. À telle enseigne que dans les projections qui sont faites, que je cite par un chercheur chinois, il n'y aurait plus eu que 1300 individus sur Terre. Et il a failli complètement disparaître. Et l'hypothèse que j'émets dans le débat, c'est est-ce que ce n'est pas les mitochondries qui ont sauvé l'humanité ? Alors pourquoi les mitochondries sauvent l'humanité ? Parce qu'il faut voir aussi qu'on a quelque chose d'absolument extraordinaire auquel on ne pense pas, c'est qu'on a une température corporelle constante à 37 degrés. Mais sur le plan biologique, mais c'est un miracle. 24 heures sur 24, vous avez 37 degrés. On ne se rend pas compte. Tout ce qu'il faut faire comme réaction de l'organisme pour arriver à ces 37 degrés de façon constante. Sans ça, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est grâce aux mitochondries. Donc c'est extraordinaire. Mais la température des mitochondries, elle peut monter jusqu'à combien ? La température à l'intérieur des mitochondries peut monter jusqu'à 50 degrés. Alors comment on arrive à cet exploit finalement de rester à 37 ? On arrive à cet exploit parce que si vous voulez, le cœur entre guillemets du réacteur est à 50 degrés, mais autour, c'est pas tout à fait la même température. Donc on arrive à ça. Et pour vous expliquer quelque chose de très simple que je donne dans le livre, c'est que quand vos mitochondries sont fonctionnelles, vous avez cette température à 37 degrés, d'accord ? Le nourrisson, quand il naît à terme, il a ses mitochondries. Il y en a pas mal parce qu'il a en plus le tissu adipeux brun. Vous savez qu'on a 2 types de tissus, un tissu adipeux blanc et un tissu adipeux brun. Et le tissu adipeux brun a beaucoup de mitochondries. Il va avoir tendance à diminuer progressivement avec l'âge et il n'y en a plus beaucoup à l'âge adulte. Et
le nourrisseau, il a son tissu adipubrin avec beaucoup de mitochondries, donc il est à 37 degrés. Mais le prématuré, eh ben, il n'a pas la maturation du tissu adipubrin, il n'a pas assez de mitochondries, et il faut le mettre en couveuse. Donc, ces mitochondries sont tout à fait essentielles, et on s'aperçoit de son importance. On n'en a pas forcément conscience, mais vous savez, le minéral, il est froid, quoi, hein, je veux dire, et l'espèce, elle est comme ça. Est-ce qu'il y a un risque de surchauffe ou pas du tout ? Il n'y a pas... Tout ça, c'est très bien régulé. C'est régulé de façon assez correcte. Alors, il peut y avoir des problèmes d'hyperthermie, mais ça, c'est quelque chose qui est différent. C'est des dérèglements que l'on peut avoir. Et donc, cette température constante, c'est absolument extraordinaire. Et cette mitochondrie, elle est extrêmement vulnérable. Ces mitochondries, elles sont très vulnérables. Donc, si on devait expliquer, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules. C'est effectivement ce qui va donner de l'énergie à nos cellules. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous courez ou quand vous marchez, tout simplement, vous avez besoin de la formation de cet ATP qui sont fournis par les mitochondries. Vous savez, les sportifs connaissent bien les mitochondries, connaissent bien l'ATP, parce que l'objectif, c'est comment on peut renforcer la formation d'ATP, etc. Quand vous réfléchissez, quand vous lisez un livre, quand vous concentrez, quand vous mémorisez, c'est grâce aux mitochondries qui vont faire fonctionner vos cellules cérébrales et vos cellules nerveuses. Donc elle a un rôle plurifactoriel, mais c'est un rôle énergétique. Et là, où on trouve le moins de mitochondries au niveau de l'organisme, c'est au niveau des os. Mais les cellules nerveuses ont besoin d'énormément de mitochondries. Et vous savez, un des objectifs, face aux maladies neurodégénératives, il y a énormément de recherches qui vont dans ce sens-là. Face aux maladies neurodégénératives, où on perd un peu la mémoire, un peu la concentration, etc., eh bien, c'est de restaurer un peu cette fonction mitochondriale. Et même sur des maladies comme la maladie de Parkinson, il y a des chercheurs américains qui se sont penchés sur la question et qui ont tenté aussi de restaurer cette fonction mitochondriale pour les cellules nerveuses. Et j'ai donné, il y a peu de temps, une interview à la Tribune de Genève, et la journaliste a pris comme angle une femme de 92 ans en pleine forme, et qui avait justement, à partir d'un article scientifique qui avait été fait, qui montrait qu'elle avait un bon fonctionnement de ses mitochondries, et elle était, bien sûr il y a un vieillissement normal, mais ce que je veux dire c'est qu'elle était tout à fait en forme. Donc c'est les mitochondries qui vont vous permettre d'être en forme, et c'est les mitochondries, et vous savez, actuellement, sur tout ce qui est santé mentale, et je cite dans le livre une chercheuse au niveau du Canada, mais ce n'est pas la seule, les psychiatres et les psychologues qui s'intéressent un petit peu à la biologie, se disent, on donne des médicaments qui sont souvent pas très efficaces, antidépresseurs, anxiolytiques, qui ont des inconvénients. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer, c'est eux qui le disent, on ne devrait pas commencer à se poser la question de la santé mitochondriale, restaurer un petit peu la santé mitochondriale, et après ça, voir si on a besoin de traitement. Ce qui est sûr, c'est que finalement, des gens qui même ont un degré de stress un peu trop élevé, il est tout à fait possible que ça soit en partie lié justement à un mauvais fonctionnement de leur mitochondrie ou à un fonctionnement insuffisant. Donc, c'est des voies de recherche qui sont absolument énormes, et sur le plan scientifique, je dirais que presque toutes les semaines, on voit, nous, passer des articles sur les mitochondries. Je me suis dit, il faut mettre ça un petit peu dans le domaine public, expliquer un peu ce qu'il faut faire, et on a quelques aspects qui peuvent être développés. Alors, comment savoir si nos mitochondries fonctionnent bien ? Alors, est-ce qu'il y a des examens qu'on peut faire ? Il y a plusieurs éléments. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, ça progresse, ça évolue. On n'a pas un marqueur spécifique. On peut avoir des marqueurs par organe, c'est-à-dire que mais qui ne sont pas spécifiques non plus, mais si par exemple au niveau du foie, vous avez dysfonctionnement au niveau des mitochondries, vous allez avoir une augmentation qu'on appelle les transaminases, des gamma-GT. On peut faire un certain nombre d'analyses. Mais vous savez, la science, elle progresse. Je pense qu'on pourra probablement un jour détecter des marqueurs plus spécifiques. Et puis, il faudra qu'il y ait des remboursements de la sécurité sociale pour certains aspects. Et notamment, par exemple, on a besoin d'un élément qui s'appelle le coenzyme Q10. Alors, personne ne sait ce que c'est que le coenzyme Q10. Coenzyme Q10, alors si. Enfin, on connaît un peu, mais enfin... Il y en a dans les crèmes, il y en a... Voilà, c'est ça. Donc, les publicitaires savent ce que c'est. Absolument. Ouais. Donc ça, on est bien d'accord. Bon. Donc le coenzyme Q10, vous le fabriquez vous-même. Donc on en fabrique.
par l'alimentation ou qui vont nous donner, l'alimentation va nous donner quelques éléments qui vont pouvoir en fabriquer. Alors, il y a un aliment très simple qui en plus est souvent conseillé, c'est tout simplement la sardine par exemple, qui va donner les éléments pour fabriquer son coenzyme Q10 qui en plus va apporter des oméga 3, donc c'est banal de dire ça, mais bon, voilà. Donc on en fabrique soi-même. On sait que quand on avance en âge, on a tendance à en fabriquer un peu moins. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui sont un peu fatiguées. C'est parce que justement, eh bien, leur mitochondrie fonctionne un petit peu moins bien. Et on peut doser le coenzyme Q10. Alors, c'est pas remboursé, ça se fait pas de façon courante. Ça peut se faire dans des conditions très spécifiques de maladies génétiques mitochondriales où on peut être amené à le doser. Mais on peut imaginer qu'à terme, on puisse doser par exemple le coenzyme Q10. Et là, ça nous permettra d'avoir une vision, si vous voulez. Ce qu'on sait aujourd'hui, globalement, on a quelques éléments assez précis. Globalement, on sait que on manque de certains éléments, dont le magnésium. On manque de magnésium, un peu de coenzyme Q10 et un peu d'antioxydants, vitamine C, vitamine E. C'est la tendance. Vitamine B. Oui, vitamine B aussi, mais bon. Grosso modo, pourquoi le magnésium ? Si vous voulez, quand on forme la chaîne de formation de l'ATP, ça a 5 étapes. Et dans ces 5 étapes, on a besoin d'un certain nombre d'éléments, dont le magnésium. Aujourd'hui, on a besoin à peu près de 300 mg de magnésium dans sa ration alimentaire quotidienne. On ne les a pas. On ne les a pas parce qu'on prend moins de légumineuses, parce qu'on ne prend pas tellement d'oléagineux non plus, et on a une alimentation ultra transformée, globalement, qui pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, dans l'alimentation des adultes, il y a 36% des calories qui viennent d'une alimentation ultra transformée, qui est quand même complètement déstructurée, dans laquelle on a rajouté éventuellement des additifs, et tout ça, ça fait une espèce de soupe au niveau des intestins, et il y a des déficits d'apport. Chez les enfants, c'est 46%, donc c'est énorme. Donc se supplémenter... D'alimentation ultra transformée. C'est-à-dire 46% des apports caloriques proviennent de l'alimentation ultra transformée, ce qui est quand même très problématique, ne serait-ce qu'au niveau des boissons, des choses comme ça. Et donc, se supplémenter, par exemple, alors une alimentation riche en magnésium, ça a du sens, mais on peut supplémenter. Mais quand on va supplémenter, il ne faut pas supplémenter n'importe comment. Il faut prendre du magnésium sous forme dite de bisglycinate. Donc, c'est un magnésium qui est bisglycinate. C'est un magnésium qui est mieux absorbé. Mais c'est vrai aussi, par exemple, pour le fer. Donc, on a certains types de fer qu'on peut prendre qui sont mieux absorbés que d'autres. Et donc là, on a le magnésium, on a le coenzyme Q10. On sait que aussi on a besoin de la vitamine C et de la vitamine E. Ensemble. Parce que c'est plus efficace comme antiradicalaire. Et on a besoin... Antiradicalaire. C'est-à-dire que vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on pouvait être à 50 degrés au niveau de la cellule, au niveau de la mitochondrie. Cette mitochondrie, quand on est à 50 degrés, il y a des dégâts. Et comment on neutralise ces dégâts ? Avec des substances qu'on appelle antiradicalaires. Et les substances qu'on va appeler antiradicalaires, schématiquement, de façon assez simple, eh bien, c'est à la fois la jonction entre la vitamine C et la vitamine E. L'aliment phare pour ça, c'est le kiwi, qui contient beaucoup de vitamine C, et dans les grains, petite graine noire, de la vitamine E. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle la grande famille des polyphénols au niveau des végétaux, qui sont des antiradicalaires, c'est-à-dire qui vont essayer de réparer la cellule. Vous savez, ces polyphénols, on les a laissés de côté pendant longtemps, on ne savait pas ce que c'était, on s'intéressait aux vitamines, aux éléments minéraux, et on s'est aperçu que c'était fondamental pour les cellules. Et donc, c'est ça qui va permettre justement de maintenir les cellules en bon état. Donc, ces polyphénols, on en a besoin, on les trouve au niveau des végétaux. Et ce qui excite beaucoup actuellement les chercheurs, c'est un des polyphénols qui s'appelle la ficétine et qu'on trouve dans les pommes, mais surtout qui a la plus forte concentration dans les fraises. Donc, il est possible qu'un jour, on ait une supplémentation aussi en polyphénol. Pour l'instant, on ne sait pas quel est le taux de polyphénol optimal à donner aux personnes. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut en prendre. Alors, on parle de vos mitochondries ce matin avec le docteur Laurent Chevalier qui publie Le pouvoir fascinant de vos mitochondries chez Robert Laffont. Et les buveurs de Red Bull vont être contents. Pourquoi ? Parce que les mitochondries aiment la taurine. Alors la taurine, mais pas en excès. Donc, il y en a trop dans le Red Bull alors ? Il y a des apports, enfin je veux dire, on a beaucoup de rapports qui sont sortis là-dessus sur la problématique de l'excès
de la taurine qui en plus peut être mélangée à d'autres éléments. La taurine, on peut la fabriquer, la taurine elle est indispensable, mais la taurine comme la glutamine par exemple aussi, il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas trop non plus, parce que ça peut poser des problèmes. Donc il faut donner tous les éléments pour qu'on puisse effectivement en avoir. Donc c'est une alimentation qui va être relativement diversifié, mais surtout, il faut faire attention à ce qu'on a dit tout à l'heure, beaucoup d'aliments ultra transformés. Cette mitochondrie, vous savez, elle est fragile. Et il ne faut pas l'engorger avec différentes choses, il ne faut pas l'engorger non plus avec un excès de sucre. Donc s'il y a un excès de sucre, elle est engorgée, elle fonctionne aussi moins bien. Et puis on a des substances qui peuvent beaucoup abîmer aussi les mitochondries. Comme alors les médicaments, il y a pas mal de choses. Alors, ce qu'il faut voir aussi, et c'est des pesticides, enfin, voilà, exactement. Vous expliquez que donc, finalement aujourd'hui les industriels ne sont pas soumis à des études qui prouvent que ça endommage nos mitochondries. Donc il n'y a pas cette obligation réglementaire. C'est absolument incroyable. Écoutez, c'est absolument incroyable. Je veux dire, je crois que la toxicologie doit faire sa révolution. Elle a eu un sacré coup de boutoir avec l'histoire des perturbateurs endocriniens, où on s'apercevait que ce n'était pas forcément la dose qui faisait le poison, mais le moment de l'exposition. Donc, pendant la période fœtale, pendant la jeune enfance, etc. Et là, on met des produits sur le marché dont on n'évalue pas la toxicité mitochondriale, la mitotoxicité. C'est incroyable. Alors qu'on a des substances qui sont bien identifiées comme posant un problème, notamment certains fongicides. Donc les fongicides, ça fait partie des pesticides qui empêchent les moisissures de se développer. Mais je veux dire, dans les produits bio, par exemple, ils ont tout un tas d'autres techniques pour conserver différents éléments. Donc on a des fongicides qui sont utilisés. Et ce qui est assez dramatique aussi, c'est que non seulement ils ont une toxicité mitochondriale, donc on peut imaginer que dans certaines circonstances, on puisse malgré tout parfois utiliser des fongicides, mais le problème aujourd'hui qui se pose, c'est qu'ils sont utilisés en prévention. C'est-à-dire qu'on va mettre des fongicides en prévention pour éviter que certains micro-organismes éventuellement ne se développent. Sauf que les micro-organismes, finalement, ils deviennent résistants. Et donc, on va utiliser de plus en plus de produits. Donc, il y a cet aspect-là. D'une part, on sait que... Et alors, on sait très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on avait 5 complexes qui permettaient la formation de cet ATP. Et on sait que certains fongicides, pour donner cet exemple, donc j'en donne quelques-uns, notamment la chlordécone aussi. Donc maintenant, on ne l'utilise plus, heureusement. Mais si vous voulez, ça bloque cette chaîne. Il y a un moment donné où il y a un des complexes qui est bloqué par cette chaîne. Et donc, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et je crois qu'on a une espèce de lenteur par rapport à cette toxicité où il faut évoluer beaucoup plus vite. Et il faut qu'il y ait la volonté politique de faire évoluer ça. Malheureusement, actuellement, ce qu'on voit, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire plutôt des régressions. Si on regarde l'actualité crue, eh bien, c'est malgré tout l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, l'ANSES, qui commence à être de plus en plus bridée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire qu'on a l'impression aussi, quelque part, que, à la fois de la part des industriels, mais à la part d'un certain nombre de décideurs politiques, il ne faut pas de thermomètre. Alors évidemment, pas de thermomètre, pas de fièvre. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc finalement, le glyphosate qui revient, ça pose des questions. Le glyphosate qui revient, ça pose des questions. Là, c'est une vraie problématique. Le glyphosate, c'est un scandale français. Alors pourquoi c'est un scandale français ? Parce que les chercheurs français des pouvoirs publics de l'INSERM expliquent qu'il faut faire attention à ces substances-là. L'Europe, elle a une autre lecture. Alors, elle a une autre lecture qui est d'éliminer un certain nombre d'études au motif que ça ne correspond pas à leur protocole. Mais est-ce que leur protocole est bon ? C'est pas sûr. Donc, les pouvoirs publics français ont quand même des études très significatives là-dessus, en disant qu'il faut faire attention. Et qu'est-ce que fait au niveau de l'Europe ? La France s'abstient. Si la France n'était pas abstenue, eh bien, il y aurait plus cette autorisation d'utiliser du glyphosate. Donc, on nous explique qu'on ne peut pas prendre des mesures nationales. Parce que pour être efficace, il faut que ce soit des mesures européennes. Et quand on arrive pour des mesures européennes, c'est la France qui bloque. Donc en s'abstenant. Et donc, c'est, je pense, effectivement,
c'est vraiment des gros soucis que de voir des aspects de ce type-là. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une évolution. Je crois qu'il y a quand même un grand nombre d'agriculteurs aussi qui sont tout à fait conscients de la nécessité de produire sans nuire. Le problème que l'on a aujourd'hui, moi j'aide des agriculteurs, à la fois en conventionnel, à la fois bien sûr en bio, où j'aide des associations comme la Santé de la Terre et du Vivant. J'interviens de temps en temps. Là, je vais intervenir prochainement. J'ai demandé qu'il y ait une maraîchère bio qui intervienne avec moi. Donc on a tout un tas de possibilités. Il faut évoluer. Il faut vraiment aller évoluer dans le bon sens. Et on a des freins qui ne sont pas forcément des freins des producteurs qui cherchent à bien faire, mais des freins qui viennent parfois de certains syndicats, qui vont venir aussi d'une espèce d'inertie des décideurs publics, pas des pouvoirs publics en tant que tels, mais des décideurs publics, etc. Donc je crois que c'est problématique, et c'est pour ça que des émissions comme aujourd'hui et d'autres émissions permettent de faire avancer les choses, parce que finalement, c'est les relais médias, c'est aussi la mobilisation citoyenne qui peut faire avancer un certain nombre de choses. Pas tout à fait de façon immédiate, mais progressivement. Une idée reçue, le jeûne stimule la production des mitochondries. Alors vous abordez la question du jeûne sur sa globalité, de ses conséquences. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Oui. Non, je crois que y a une assez mauvaise appréhension. Alors déjà, sur le jeûne, de quoi on parle ? Il y a tellement de types de jeûnes, etc. Et on nous a présenté le jeûne comme une espèce de Graal absolument extraordinaire. La réalité, elle est quand même différente. La réalité, elle est très différente parce que, si vous voulez, un jeûne qui n'est pas forcément très bien conduit va entraîner des défauts d'apport en telle ou telle vitamine. La vitamine C, on ne la fabrique pas. Il faut qu'elle soit apportée. Vous avez besoin de 110 mg de vitamine C par jour. C'est l'équivalent à peu près de 3 fruits ou de 2 fruits des crudités. Vous avez besoin de vitamine E. Donc, si vous avez une alimentation qui ne vous apporte pas tout ça, ça devient un peu compliqué. Vous avez des risques de dénutrition, vous avez beaucoup de gens qui ont des troubles des conduites alimentaires, et donc ils vont aller dans ce jeûne. Et puis le jeûne, c'est une histoire aussi de chercher sur le plan religieux à se purifier, etc. Donc il y a une vieille histoire au niveau de l'humanité du jeûne. Maintenant on appelle ça des cures détox, etc. Donc finalement j'essaye de... Mais est-ce que ça booste les mitochondries ? Alors, il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Dans les études sérieuses qui sont sorties, à la fois, je dirais, françaises, américaines, internationales, ce qui ressort, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une pause sans manger. Cette pause sans manger, c'est la nuit, bien sûr, en nocturne, et que cette pause devrait être aux alentours de 12 heures. C'est-à-dire que pendant 12 heures, vous pouvez boire de l'eau, mais vous ne pouvez boire pas de l'eau sucrée, vous pouvez boire d'autres types de boissons, des tisanes, etc. Donc il semblerait que mettre son corps au repos pendant 12 heures, c'est bien. Ça pourrait s'apparenter à un jeûne intermittent. Alors, ça dépend ce qu'on va appeler jeûne intermittent. Donc dans les études sérieuses que l'on a, ça veut dire qu'en fait, on ne saute pas le petit déjeuner. Le petit déjeuner doit être pris suffisamment tôt. On s'est aperçu. Mais par contre, le dîner ne doit pas être trop tardif. Donc c'est le dîner qui doit être léger, pas trop copieux et pas trop tardif. On a une augmentation de 6% des maladies cardiovasculaires si on mange après 20 heures et de 28% si on mange après 21 heures, de façon régulière. Donc on a pas mal d'études assez sérieuses qui sont sorties un petit peu là-dessus. Donc sauter le petit déjeuner. Puis vous savez, toutes les réparations cellulaires ont lieu la nuit. Donc les enfants, par exemple, ils grandissent entre 2h et 4h du matin, le plus. Et puis, pour tout un chacun, les réparations cellulaires la nuit. Donc on a besoin d'une recharge en protéines, parce qu'on n'a pas de protéines. Si vous voulez du gras, vous en avez en veux-tu, en voilà. Du sucre, on en a un peu, qui est stocké sous forme de glycogène au niveau du foie, puis qui va se déliter petit à petit pour donner du glucose. Mais la protéine, vous n'en avez pas. Donc les muscles, par exemple, mais bon. Et donc, se recharger le matin en protéines, ça a du sens. De prendre un petit peu de protéines. Alors ça peut être tout simplement un morceau de fromage, un produit laitier, un yaourt, un œuf, enfin ça dépend. Et puis bon, voilà, on peut prendre. Et je pense que le matin, c'est très très bien justement aussi, c'est ce que je conseille aux patients, c'est de se recharger en polyphénol. C'est-à-dire prendre des fruits le matin, pour moi ça a beaucoup de sens. Ça veut dire qu'en fait,
vous allez aider vos cellules contre justement ces fameux obus qu'il peut y avoir, qui peuvent abîmer les cellules. Donc prendre des fruits le matin et une protéine, ça a vraiment du sens. Ce qui n'a pas de sens, c'est l'histoire anglo-saxonne où on veut nous faire manger, consommer des céréales du petit déjeuner, qui sont des produits extrudés, explosés par le cracking, dans lequel on a rajouté des éléments, du sucre, etc., et qu'on donne et qu'on préconise pour les enfants. Ça, c'est une invention de l'industrie américaine qui s'est déversée en France relativement tardivement. Quand on regarde l'histoire de ces céréales du petit déjeuner, ça apparaît... C'est les années 80 ? Voilà, tout petit peu avant. Un tout petit peu avant les années 80, c'est exactement ça. Alors, tous les céréales ne sont pas considérées de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, un muesli bio, où c'est juste des pétales de céréales écrasées avec quelques fruits secs, pourquoi pas ? Mais je parle de tous ces produits dans lesquels on va rajouter du chocolat, on va rajouter différentes choses. Bien. Vous introduisez le principe de l'hormèse. Shkoun l'hormèse. Alors, l'hormèse, on estime que si on stimule, que si on donne une petite toxicité à une cellule, elle va réagir et elle va réagir positivement. Sauf que, en fait... C'est de la vaccination, en fait. Voilà, exactement. Donc, mais le problème, c'est que, et c'est pour ça que, je veux dire, on a essayé de traumatiser un petit peu les corps avec justement des vrais jeunes, des choses comme ça, en disant il va réagir, ça va être très bien. Sauf que vous allez arriver dans des zones de toxicité, vous ne savez pas quand est-ce que vous êtes dans la zone de toxicité, votre hormèse, c'est-à-dire votre équilibre, votre stimulation, on ne sait pas où elle commence, on ne sait pas où elle s'arrête. Le principe n'est pas mauvais en soi, mais il faut l'utiliser bien comme il faut. Avec parcimonie et bon escient. Absolument. La suite est dans votre livre. Je disais que c'était vraiment passionnant. Le pouvoir fascinant de vos mitochondries. Alors, vous racontez effectivement l'histoire des mitochondries chez Robert Laffont. Laurent Chevalier, donc vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, merci. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.